Bonjour Raja Mawan. Bonjour. Bienvenue dans Retour vers le futur sur Mammouth. Merci de l'invitation. On va commencer tout de suite avec une première archive sur votre parcours. Je la lance. Du neuf chez Écolo, un seul duo se présentera à la tête du parti. Jean-Marc Nollet, je vous le disais, il y a du neuf, sa future coprésidente sera Raja Mawan, une personnalité molenbeekoise, âgée de 30 ans. Elle est peu connue du grand public, mais a des idées très affirmées. Nathalie Guillemin. À tout juste 30 ans, Raja Mawan se lance dans la course à la coprésidence. Fraîchement élue députée bruxelloise, elle est connue pour son engagement de terrain, notamment en tant que conseillère communale à Molenbeek, connue aussi pour son franc-parler. Je m'appelle Raja Mawan, je ne le dis pas parce que j'ai peur que vous ne sachiez pas qui je suis, mais juste pour que vous sachiez bien prononcer mon nom. Raja Mawan. Le renouvellement, ce n'est pas qu'un discours chez Écolo, ce n'est pas qu'un slogan. C'est ce qui nous a permis, à moi et à tant d'autres, en fait, d'être élus au dernier scrutin au niveau régional, au niveau communal, au niveau fédéral. Vous avez été élu à la coprésidence d'Écolo en 2019. Qu'est-ce que ça change 3 ans après? On a vieilli, on a plus de cheveux blancs, et puis entre-temps, il y a eu pas mal de crises qui ont émaillé le mandat. Ce qui a changé d'autre, c'est que je suis chaque jour davantage plus dans mon travail et plus à l'aise, puisque je suis traversée comme beaucoup du syndrome de l'imposteur. Alors 3 ans après, il n'a pas totalement disparu, mais je travaille aussi sur cet enjeu. Et puis c'est en tout cas toujours autant de plaisir que le premier jour. Écolo et Groen, ce sont les seuls partis qui ont une femme à la tête de leur parti en coprésidence. Qu'est-ce que ça offre en plus d'avoir une coprésidence mixte? Déjà, il y a beaucoup plus dans 2 cerveaux qu'un seul. Et chez les partis verts, c'est très important pour nous d'avoir que le pouvoir ne soit pas concentré dans une seule personne. Ça permet aussi d'avoir une femme, en fait. Parce que je pense que si on n'avait pas une coprésidence mixte, on n'aurait pas de femme à la tête d'un parti aujourd'hui en Belgique, ce qui est fort, fort dommage. Je pense que la politique, comme beaucoup de monde, beaucoup de choses au niveau du pouvoir, doit être le plus représentatif de la population et donc doit intégrer au moins 50% de la population, ce que représentent les femmes. Et donc dans le futur, c'est quelque chose que vous espérez, qu'il y ait plus de femmes à la tête de partis en Belgique? Absolument, c'est vraiment un travail qu'on mène politiquement, mais aussi moi à mon échelle, qui est aussi de dire, c'est pas parce qu'il y a une femme à la tête du parti que ça y est, on a beaucoup avancé sur les questions de féminisme, c'est pas parce qu'on a eu une première ministre qui était femme que ça y est, la Belgique est irréprochable. Encore du travail à faire, et puis moi à titre personnel, mon objectif c'est vraiment d'ouvrir la voie pour celles qui sont derrière, qui me succéderont, et qu'elles puissent avoir un parti dans lequel, ou pas seulement un parti, mais un espace public dans lequel elles sont les plus à l'aise et les plus en sécurité pour faire leur travail. Super, on va passer au deuxième thème qui est plus d'actualité avec Good Move. Vous pouvez regarder la deuxième archive. Good Move a pour objectif des quartiers apaisés, diminuer le trafic de transit, améliorer la qualité de vie. Il faut tout faire pour y arriver. Les quartiers reprennent possession de la démocratie pour créer la mobilité de demain. Vous annonciez avec Écolo que le plan Good Move, c'était pour apaiser ces quartiers. Et on a vu récemment quelques protestations, notamment à Schaerbeek. Est-ce que le plan Good Move est à revoir? Alors, je distingue 2 choses. Les objectifs du plan Good Move, eux, ils sont partagés, même par les contestataires dans les quartiers. Sur les objectifs, c'est-à-dire un cadre de sécurité, un cadre de vie qui soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus sécurisé, des quartiers apaisés, moins de trafic de transit, une meilleure qualité de l'air. Ça, ces objectifs sont partagés. Ce qui est à revoir ici, et c'est ce qu'on a déjà fait en fait, c'est la manière de concerter et de la mise en place. C'est sur l'opérationnalisation qu'il y a des choses à revoir, et ça dépend très fort en fait d'un endroit à un autre. À Bruxelles-Ville, on voit que le collège est très réactif, le collège des échevins, du bourgmestre et des échevins est hyper réactif. Dès qu'il y a des retours, ils ajustent. À Schaerbeek, ce qui s'est passé, c'est que c'est là aussi une expérience démocratique intéressante, puisque une partie de la population a dit on ne veut pas de ce plan tel qu'il est. Et donc la commune, par la voix de Vincent Van Allowen, qui est le premier échevin à Schaerbeek, a dit on va mettre autour de la table les anti-Good Move, les pro-Good Move, la commune, et tous ensemble on va définir ce qu'on veut pour nos quartiers, et la clause de rendez-vous elle est pour dans quelques mois, en mars 2023. Récemment vous pointiez du doigt le PTB et le MR qui selon vous font augmenter la colère des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé? Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces partis?
Dans cette histoire-là, de manière générale, ils ont attisé la colère en jouant sur des colères et des peurs au sein de la population. Et je trouve que c'est assez irresponsable de la part de partis politiques, puisque la situation elle est déjà difficile pour les gens. On traverse plusieurs crises. Et j'attends, moi, des partis politiques qu'ils aient un devoir de responsabilité, à savoir ne pas attiser la colère et ne pas mettre de l'huile sur le feu. Avoir des protestations politiques, c'est normal. Avoir des protestations et des réticences, c'est normal et on les écoute. Par contre, je le redis, incitation parfois à la violence ou en tout cas pas condamnation claire, pour moi c'est extrêmement antidémocratique comme fonctionnement. On va passer au troisième thème, qui est le nucléaire. La Belgique met à l'arrêt l'un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Doel près du port d'Anvers. Un arrêt en vue d'un démantèlement prévu de longue date, dans le cadre du plan de sortie de l'atome du pays en 2035 et du développement des énergies renouvelables. Une opération polémique. La Belgique souffre de la hausse des coûts de l'énergie alors que le réacteur pouvait produire à lui seul 10% de l'électricité du pays. La sortie du nucléaire a été un des grands combats du parti écolo. Pourtant, le gouvernement aujourd'hui négocie la prolongation de 2 réacteurs nucléaires et récemment, on vous a entendu dire que vous ne seriez pas contre. Pourquoi avoir changé d'avis? On n'a pas changé d'avis en fait, puisque l'accord de majorité, il était très clair, c'était de dire il y a 2 scénarios qui sont sur la table. A, on ferme, 2, on prolonge, ou en tout cas on laisse le temps. C'est ce qui se passe puisque l'actualité, le contexte mondial fait que on n'avait pas le choix et c'était une décision qu'on n'a pas prise le couteau sous la gorge ou en étant désolé. C'est une décision la plus pragmatique possible et c'est ce qu'on fait quand on est en responsabilité, quand on est au gouvernement, quand on voit que la crise fait rage, que les factures explosent. Écolo, de manière très pragmatique, a décidé de négocier la prolongation de ces 2 réacteurs parce qu'il fallait amener des réponses concrètes tout de suite. Par contre, la vision à long terme, elle reste la même, c'est faire en sorte que la Belgique devienne un pays neutre en carbone en 2050 et un pays exemplaire en termes d'énergie renouvelable. Les questions de sécurité étaient très souvent mises sur la table par Écolo par rapport au nucléaire, notamment vis-à-vis de la gestion des déchets, de l'état des centrales. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Bien sûr, plus que jamais. Certains qui veulent prolonger d'autres réacteurs qui sont en fait fissurés, périmés, où on n'a pas de certitude sur la sécurité. Moi, je ne joue pas à ça, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Ici, la prolongation, elle se négocie sur les 2 réacteurs les plus récents, et ça, c'est OK. Par contre, il y a un vrai problème avec le nucléaire qui est au-delà de ce dossier-là de manière générale, c'est la question de la sécurité, c'est la question de la gestion des déchets, c'est ça qu'on garde en ligne de mire et pour nous, avoir un pays qui est 100% énergie renouvelable, c'est vraiment notre objectif. Et donc par rapport à la prolongation d'autres centrales, vous vous y opposez? Bien sûr. On s'y oppose parce qu'on n'a pas les garanties aujourd'hui nécessaires en termes de sécurité. Je l'ai dit, ce sont des réacteurs qui sont périmés, d'autres qui sont fissurés et on n'a pas assez de certitude en termes de sécurité. Je le redis, on peut être pragmatique et c'est le plus pragmatique qu'on puisse être, c'est de dire qu'on ne joue pas avec la sécurité des gens. On ne veut pas, en plus de tout ça, avoir des problèmes au niveau nucléaire. On sait que l'énergie nucléaire pollue moins que les centrales à gaz ou à charbon, par exemple. Est-ce que vous seriez pour l'ouverture de nouvelles centrales dans le futur? Mais donc, Écolo est dans un gouvernement qui finance la recherche pour les nouvelles centrales. Et au sujet des nouvelles centrales, moi, j'ai aucun tabou. C'est-à-dire que si demain, on vient vers moi en me disant, en fait, il y a des projets qui disent on a des centrales sécurisées à 100%, où il n'y a pas de déchets, moi, je signe. Mais ce n'est pas le cas. Le plan était d'aller vers le 100% renouvelable. Si le nucléaire fait toujours partie de ce mix, on n'est pas dans le 100% renouvelable. Donc on y travaille. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une Belgique avec une énergie 100% renouvelable. Et d'ailleurs, à côté des problèmes, des solutions qu'essaye d'amener le gouvernement et sa ministre de l'énergie, plus spécifiquement sur le très court terme, à long terme, il y a des développements de projets d'énergie renouvelable où on est un leader mondial. L'éolien offshore à la mer du Nord, on est un des leaders mondiaux et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir investir et dont on doit pouvoir être fier et continuer à investir massivement dans les énergies renouvelables parce que à terme, c'est un investissement qui
qui est rentable, puisque c'est l'énergie qui coûte la moins chère et qui est la plus sûre. Super, on passe au dernier sujet, il me semble. Vous avez enlevé le passage où il dit 100 balles les couilles. Oui. Un bon souvenir, on le voit à votre sourire. Le 15 juillet 2018, la délégation belge retrouvait ses fans sur le balcon de la Grand Place après avoir fait un très beau score à la Coupe du Monde. Est-ce que vous étiez dans le public? Non, j'y étais pas malheureusement, j'étais à l'étranger, je crois que j'étais au Maroc. Mais si j'étais à Bruxelles, évidemment, j'aurais été la première même à essayer de grimper sur le balcon pour aller les féliciter, parce que je trouve que c'est ce qui est beau dans cette équipe nationale, c'est qu'elle est vraiment à l'image de la Belgique. Et il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les langues aussi. Ils switchent du néerlandais au français, ils sont jeunes ou moins jeunes. Et on sent en tout cas à l'époque, on sentait qu'il y avait une bonne cohésion. Et ça donnait du baume au cœur et du plaisir aux gens. Et puis ils ont été excellents. Même un peu déçus qu'ils n'aient pas été encore plus loin au niveau de la Coupe du Monde. Mais c'était une super campagne. Donc, si je ne me trompe pas, vous êtes fan de foot et vous le pratiquez depuis très jeune. Est-ce que le mondial, c'est important pour vous et le mondial qui arrive? Le mondial, de manière générale, oui, parce que c'est le moment où les équipes nationales se mesurent les unes aux autres. Et je trouve que dans les valeurs du sport, quand elles ressortent les valeurs de solidarité, de cohésion, d'entraide, ce sont de très très belles valeurs. Et puis il y a un volet où ça rassemble en fait. Par contre, le mondial ici au Qatar, moi ce qui m'embête, c'est qu'ils sont en hiver. Je ne prends pas un mondial en hiver, pour moi c'est inconcevable. Deux, la situation au Qatar, elle est problématique en fait. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On parle de presque 6500 morts dans les chantiers. Il y a un bilan humain qui est dramatique, il y a un bilan écologique aussi qui est dramatique. Et je pense qu'il faut faire savoir, il faut susciter le débat autour de cette question. Mais par contre, je serai, comme à chaque campagne mondiale, je serai la première à supporter les Diables Rouges. Donc vous faites un boycott, vous faites appel au boycott diplomatique de ce mondial, mais donc pas auprès des téléspectateurs et téléspectatrices. Non, et je pense que les joueurs, enfin les athlètes, ont fait le choix d'y aller et il faut y aller. Et je pense qu'ils peuvent même profiter de leur place pour envoyer un signal. Je sais qu'il y a des équipes qui avaient mis un brassard noir, qui avaient fait une photo avec un t-shirt, qui envoyaient un message. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et on ne peut pas, je pense, leur demander plus. Par contre, au niveau politique, on demandait un boycott diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il fallait, pour nous, envoyer un signal au Qatar de dire ce qui se passe là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est pas parce que c'est le Qatar. Ça avait été un autre pays avec ses problèmes, il fallait le dire aussi. Moi, je reste quand même assez affligée qu'il y a eu plus de 6000 morts dans les chantiers. Il y a eu des situations dramatiques humaines, au niveau écologique aussi. On construit des stades pour jouer dans des zones désertiques, on va les climatiser. Tout ça, à cette période, je trouve que c'est assez interpellant. Il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir en tout cas susciter le débat autour de cette question. Donc comment on fait pour dénoncer toutes les problématiques autour du Qatar tout en soutenant nos diables? Mais c'est ce que je fais depuis le début, c'est de dire en fait, on dénonce la situation politiquement. Il faut que, pour moi, c'est pour ça qu'il ne fallait pas envoyer de ministre, en tout cas pas avant les demi si la Belgique y allait. Envoyer des signaux politiques forts en disant ça ne va pas, il faut susciter, et à côté du niveau politique, il faut aussi susciter le débat dans la société autour de cette question. Moi, il y a un truc aussi qui me frappe, c'est que d'habitude, quand il y a la Coupe du Monde, on sent une effervescence dans les gens, on sent une espèce d'électricité dans l'air. Et là, je la sens nettement moins. Or, je suis hyper connectée, milieu foot, avec des potes, etc. Et en fait, je sens nettement moins l'effervescence autour de ce mondial-là. Et donc, parce qu'il y a un volet, effectivement, et ça les gens ne s'y trompent pas, il y a un volet terrible de se dire on va aller dans un pays qui bafoue les droits humains. On vous a vu récemment soutenir les derniers matchs des Red Flames. Ouais. Est-ce que le football féminin a un bel avenir en Belgique? Ouais, on a beaucoup de potentiel. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que de plus en plus de jeunes filles s'y mettent et que du coup, ça crée aussi une belle demande et une belle offre du coup en ce sens. Et les Red Flames, elles sont prometteuses, elles ont plein
de qualité, des joueuses de qualité à différents postes. Et je trouve que ça manque parfois de soutien envers elles. Il faudrait davantage les médiatiser, davantage les mettre en avant. Chaque fois que je peux, je vais les voir au stade jouer. Et on est vachement moins que quand c'est les mecs. Et donc c'est un peu dommage. Merci beaucoup Raja Mawan pour ces réponses et merci d'avoir participé à Retour vers le futur. Merci à vous pour l'invitation.